Bonjour et bienvenue à la table ronde, à la fois sur la plateforme Zoom et sur Facebook en live pour parler de l'anticipation et de la maîtrise des risques industriels en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons échanger donc sur la prévention des risques industriels avec plusieurs intervenants de qualité pour nous éclairer et essayer d'apporter des pistes de travail sur les marges de manœuvre de la région en matière de prévention des risques industriels. Il y aura un temps assez large à la fin du tour de table qui sera dédié aux échanges, questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à commenter, à questionner dans le chat de Facebook et dans le chat de Zoom. Nous rassemblerons les questions et on aura le loisir d'échanger à la fin. 10 ans, jour pour jour, après le terrible accident de Fukushima, moins de 2 ans après l'incendie de Lubrizol à Rouen, et 7 mois après l'explosion de Beyrouth, nous nous interrogeons sur les modes d'anticipation, la maîtrise des risques industriels liés aux activités humaines. Alors qu'un rapport d'experts de l'ONU, sorti ce mois-ci, conclut que l'accident de Fukushima n'a pas eu de conséquences néfastes pour la santé humaine en termes d'exposition à la radioactivité, alors que les études de santé épidémiologique ont tardé à se mettre en place suite à l'accident de Lubrizol, alors que l'autorité de sûreté nucléaire prolonge la durée d'exploitation de la centrale du Bugey, qui est la plus vieille centrale nucléaire, qui a passé 40 ans, et ce sans limite de durée. C'est sans aucune posture dogmatique, et parce que nous sommes conscients des enjeux économiques, des enjeux d'aménagement du territoire, mais que nous sommes surtout conscients des enjeux en termes de santé environnementale et de la nécessité de garantir la sécurité des habitants comme des enjeux qui doivent prévaloir sur le reste. C'est pour tout ça que nous estimons plus que jamais nécessaire pour la région de prendre sa part dans l'anticipation et la maîtrise des risques industriels. Alors, nous allons échanger ce soir avec, autour de Fabienne Grébert, candidate écologiste à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec notamment Paul Poulain, spécialiste de la maîtrise des risques et des impacts industriels et cofondateur de la plateforme Notre Maison Brûle. Enora Chopard, conseillère municipale à Rouen. Pierre Athanase, qui est vice-président de la métropole de Lyon, sur les questions d'environnement, de protection animale et de prévention des risques. Et puis avec Marine Denis, qui est juriste en droit international sur les questions notamment de négociation sur le climat et porte-parole de notre affaire à tous. Et puis enfin Guillaume Vermorel, ingénieur en conception industrielle et enseignant et membre du réseau Sortir du nucléaire. Je laisse Fabienne faire un petit mot d'accueil et d'introduction à cet échange. Ton micro, Fabienne. Ok. Excusez-moi. Bonsoir à tous et merci mille fois d'être là. J'en profite pour te présenter Claudie parce que tu es humble, mais tu es notre chef de file qui a été choisi pour la Savoie. Et je suis ravie que tu sois avec nous. Et puis tu travailles aussi sur cette question des risques naturels et des risques industriels et tu connais très très bien ce sujet. Effectivement, on est dans une région qui est très industrialisée, qui compte effectivement des sites qui présentent un certain nombre de risques pour la qualité de l'air, pour la qualité des eaux, pour la santé des populations. Et nous avons vu que tout peut basculer très très vite. Et nous avons aussi besoin de rassurer les habitants par rapport à la sécurité qui est engagée. Guillaume le précisera probablement, en étant la région la plus nucléarisée de France, nous laissons courir un certain nombre de risques. Nous avons aussi un tissu industriel avec la vallée de la chimie au sortir de Lyon qui fait aussi courir des risques dans une métropole qui est extrêmement peuplée et avec une ressource en eau qu'est le Rhône et qui approvisionne
et les centrales nucléaires, et puis aussi la Méditerranée. Donc des risques systémiques qui sont très importants, que l'on doit souligner. Et la région, même si c'est le rôle de l'État de jouer ce rôle, c'est à nous, région, d'avoir un devoir d'alerte et de critériser aussi nos aides à cet engagement de sécurité de nos habitants. Et je crois que nous avons tout un travail à mener pour sécuriser les bâtiments publics, pour accompagner les collectivités territoriales et conditionner aussi nos aides à cette protection de la population et à la prévention des risques industriels. C'est notre travail et c'est un travail qui n'est pas mené par Laurent Wauquiez parce que ce n'est pas son problème. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est la compétitivité internationale, quel qu'en soit le prix à payer. Alors, nous allons pouvoir débattre effectivement de nos capacités d'action, de ce que nous allons pouvoir faire. Et je te redonne la main, Claudie, et je me permettrai, je pense, de poser des questions à nos intervenants, tout comme vous, pendant cette heure et demie de Facebook Live. Merci, volontiers. Volontiers pour les questions. Alors, je commence ce tour de table pour bien reposer le cadre et ce qu'on entend par risque industriel majeur. Quels sont les enjeux pour la France, pour les régions? Qu'entend-on réellement par risque industriel? Est-ce que Paul Poulain peut-être amener des éléments à ce sujet? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Il faut déjà différencier les risques et les dangers. Les dangers, c'est ce qui peut amener mort d'hommes ou de femmes. Le risque, c'est l'analyse qu'on fait de l'occurrence et de la criticité, c'est-à-dire à quel point ce danger peut mener à la mort ou mener à des conséquences graves. Donc déjà, il faut voir que ça, c'est des calculs qui sont faits, des calculs de risque, majoritairement par des ingénieurs, et que je pense, justement, c'est un des premiers points, que ça devrait être des sujets qui devraient être discutés beaucoup plus collectivement. Parce qu'aujourd'hui, on a des industriels et des politiques qui mettent en œuvre une politique qui a pour but de transformer ces risques dans une acceptabilité certaine. Donc moi, ce que j'ai fait pour commencer, est-ce que je peux commencer à faire un peu le diagnostic que j'ai fait de la région quand on parle de risques majeurs et de dangers auxquels courent les personnes qui nous regardent? Oui, je pense que c'est une introduction. En tout cas, ça pose le cadre plus précis que ce qu'on peut connaître nous. Donc oui. Alors, il y a un premier point que j'ai regardé, parce qu'il faut partir de l'histoire. Il y a les sites actuels, mais il y a également les anciens sites, parce que la région fait partie depuis très longtemps du tissu industriel français de manière très importante. Donc j'ai regardé, rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 62 213 anciens sites industriels potentiellement pollués, dont 8 526 rien que dans la ville de Lyon. Donc ça représente 20% des sites et sols pollués en France qui sont potentiellement pollués, qui sont présents dans toute la France. Donc un site sur 5 est situé en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc sur ces sites, malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas eu suffisamment d'études, ce qui fait que sur ces 62 000 sites, il n'y en a que 1300 qui sont considérés comme sites et sols pollués. Non pas qu'ils aient tous été diagnostiqués, malheureusement, non, c'est que très peu le sont, malheureusement, et ça fait partie des axes importants à mettre en œuvre. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est sur cet historique, c'est le nombre d'accidents industriels référencés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il existe le BARPI, qui est une entité qui dépend du ministère de la Transition écologique, qui référence 1125 accidents industriels qui ont eu lieu, incendies, explosions, pollution toxique accidentelle, rien que dans la région. On pense notamment à l'incendie du port Édouard Herriot en 1987 sur un dépôt pétrolier, où il y avait eu 2 employés sous-traitants de tués, 6 pompiers et 8 opérateurs qui furent blessés, dont 5 gravement. Et également à la catastrophe de Fezin en 1966, qui fit 18 morts lors d'une explosion sur une raffinerie. Donc je vous invite à aller voir d'ailleurs ces accidents, ça permet
de voir qu'il y a les accidents comme ceux-là qui sont médiatisés et tous les autres dont on ne nous parle absolument jamais. L'autre aspect sur l'impact de l'industrie, il y a une différence entre les impacts et les risques. Et juste je fais une petite phrase assez brève là-dessus, c'est un petit passage, c'est qu'il faut voir qu'il y a les risques, donc ce qui peut arriver, mais il y a déjà les impacts de l'industrie au quotidien, qui doit nous amener à une réflexion de l'industrie, car les chiffres de cancer, par exemple, ne sont pas disponibles dans la majorité des départements, parce qu'il n'y a pas de registre, il y en a uniquement en Isère, et où le taux d'incidence amène donc l'Isère à être classé 7e sur les 22 départements en France. Mais globalement, le problème, c'est que d'un point de vue global, on a les statistiques, hein, on est passé de 150 000 cancers déclarés en 1985 à 400 000 l'année dernière. Donc on a une explosion du nombre de cancers, mais aujourd'hui, l'État ne fait pas tout pour comprendre d'où ça vient et pour surtout suivre du coup les personnes qui seraient exposées aux raisons de ces augmentations des cancers. Et on va voir que ça vient en partie justement de l'industrie. Donc maintenant, on va passer au présent. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plus de 6000 installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à enregistrement, dont 104 qui sont classées Céveso, seuil haut, donc c'est les plus dangereuses, et 74 qui sont seuil bas, donc celles qui sont dangereuses, mais un peu moins que les seuils hauts, parce qu'elles stockent moins de produits dangereux. Donc ça représente quand même 14% des ICPE soumises à autorisation et à enregistrement en France et 13% pour les Céveso. Donc vraiment, la région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement concernée par ce sujet. Avec Notre Maison Brûle, qui est une plateforme d'autodéfense populaire face aux dangers industriels, à partir des données gouvernementales, nous sommes allés regarder et sur les différents sites, on a trouvé 163 qui n'étaient pas conformes à la réglementation lors d'une visite de l'inspection, dont 13 sites Céveso. Et ça, je vous invite à utiliser le site Géorisque du gouvernement pour aller suivre tout ça, pour aller suivre le travail des inspecteurs et des inspectrices des installations classées. Parce que le gros problème, c'est qu'en France, on a 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement et il y a uniquement 9 000 installations qui sont inspectées chaque année. Donc déjà, c'est qu'une petite partie, et c'est là où la région a un rôle à jouer, car aujourd'hui, l'État ne met pas les moyens pour vérifier que ces industriels respectent la réglementation. L'autre aspect, c'est que même quand elles ne respectent pas la réglementation, dans une grande partie des cas, le préfet ne préfère même pas sanctionner et décaler la mise en demeure jusqu'à ce que le site soit en conformité. Ce qui ne pousse pas les industriels à essayer de sécuriser au mieux leurs installations et à éviter de polluer la santé des riverains, mais surtout des travailleurs et des travailleuses travaillant dans ces unités de production. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et quand il y a des sanctions, la sanction maximale, c'est 15 000 €, donc autant dire très peu pour des multinationales, et 1 500 € d'astreinte par jour. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de l'État là-dessus, mais on ne peut pas l'attendre d'un point de vue Enfin, on ne peut pas être en tant que région en train de dire l'État ne fait pas son travail, c'est de sa faute. Non, la région doit justement trouver des moyens, et là vous l'évoquiez tout à l'heure, et ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, pour trouver des solutions pour faire appliquer la loi. Donc ça, c'est un point. Et après, je voudrais conclure sur une réflexion sur tous les sites dangereux dont nous pourrions, et impactants, dont nous pourrions nous passer. Je pense notamment au nitrate d'ammonium qui a explosé à Beyrouth, qui est utilisé en France en tant que nitrate d'ammonium agricole, autrement appelé ammonitrate. En France, nous en utilisons 8% de la consommation mondiale, donc c'est énorme. Il y en a dans nos coopératives agricoles, dans des sites produisant ces engrais et sur toutes les exploitations agricoles, alors que nous pourrions nous en passer en passant progressivement en agroécologie. C'est le même sujet sur certains établissements pharmaceutiques sur lesquels il y a des productions qui aujourd'hui sont plus néfastes que ce qu'elles nous apportent. Donc ça, il y a un point à faire, sachant que rien dans la région, il y a 1250 établissements pharmaceutiques. Certains sont très utiles. Pour certains, on aurait même des besoins d'implanter de nouveaux sites pharmaceutiques. Mais par contre, pour d'autres, on n'en a pas besoin. Et là, c'est à la région justement de pousser ces sujets-là tout en réfléchissant à l'emploi en se disant
bah, les personnes qui travaillent dedans, on va travailler ensemble pour réfléchir à quels emplois qui soient beaucoup plus utiles pour vous, comme pour la population et l'environnement. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Et je conclus sur une autre activité où il y a une réflexion à mener, c'est sur l'agroalimentaire. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 1884 établissements. Et pour la grande majorité des gros sites, ça ne s'entend pas, notamment les laiteries. Je pense à Lactalis, qui à Saint-Just-de-Claye, dans l'Isère, avait rejeté 100 000 mètres cubes d'eau souillée en 2016. Mais tous les jours, ces sites font des rejets. Il faudrait mieux être dans une réflexion de réorganiser l'économie à partir de ces grosses laiteries qui sont polluantes pour l'environnement au quotidien, et de diviser ces laiteries en petites fermes. Ça aurait beaucoup plus de sens. C'est également le cas pour les minoteries industrielles qui pourraient être transformées en moulins. Et je ne vais pas passer plus de temps pour vous expliquer tout ce qui pourrait être fait, parce qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci pour cette présentation. Effectivement, ce que vous dites là, c'est qu'en fait, quand on parle de risque industriel, ça ne concerne pas seulement les établissements ICPE ou Céveso et des sites industriels qu'on connaît en milieu périurbain. Ça peut aussi concerner tout un panel de sites qui sont beaucoup moins connus, beaucoup plus ancrés dans le tissu urbain aussi. Et donc ça, c'est intéressant. Et juste pour rebondir, puisque je l'avais prévu après, mais c'est pas grave, ça permet de conclure sur l'état des lieux en Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on parle de risque industriel, on est aussi sur du risque qui peut être parfois diffus. Ça peut aller jusqu'au transport de matières dangereuses, notamment alors par voie fluviale, notamment sur le Rhône, par voie ferrée, tout ce qui est transport de déchets, notamment industriels et radioactifs. Ça peut être par conduite et aussi par route. Et là, c'est vrai que tout un chacun peut être exposé, au-delà de la métropole lyonnaise, tout un chacun peut être exposé à un risque un jour toxique ou de pollution à cause d'un accident, d'un camion qui transporte des matières dangereuses à proximité. Donc, potentiellement, ce n'est pas pour dresser un tableau très noir de la situation, mais il faut avoir conscience effectivement que ce risque n'est pas que associé à des gros sites industriels majeurs qui sont bien souvent répertoriés, contrôlés. Voilà. Et pour finir, même on parle aussi, on va parler tout à l'heure du nucléaire, et donc les centrales nucléaires font partie des établissements. On est la première région nucléarisée. Donc nous avons 4 centrales nucléaires, 4 installations nucléaires de base aussi, autour desquelles les dangers sont aussi à prendre en compte. Voilà, je m'arrêterai là parce que la présentation sur l'état des lieux et les chiffres a bien été posée par vous. Oui, Donc, effectivement. oui, juste pour compléter, je n'ai pas parlé de nucléaire parce que je sais que d'autres personnes vont le faire ensuite. Et juste pour préciser sur les transports de matières dangereuses, il y a vraiment 3 endroits particulièrement significatifs sur les ports fluviaux. C'est Salles-sur-Sanne en Isère, Lyon et Villefranche-sur-Saône. Et sur les itinéraires routiers secondaires entre sites à forte densité industrielle qui génèrent des flux lourds, il y a eu une mission de la direction environnementale, la DREAL, qui a fait une mission de contrôle en 2019 et 18% des véhicules étaient en infraction. Non pas avec le code de la route, mais avec la réglementation vis-à-vis du transport de matières dangereuses. Donc on voit que c'est un vrai sujet. Oui, tout à fait. Vous parliez de la DREAL, qui est le service de contrôle des installations. Pour en venir un peu au cadre réglementaire de la prévention des risques industriels, je souhaitais me tourner vers Marine Denis, donc juriste en droit environnemental et en tout cas qui peut peut-être nous apporter des précisions sur la façon dont s'organise le cadre réglementaire et la prévention des risques industriels en France.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je vais plutôt, moi, enfin, si c'est dans la continuité des débats, je pensais plutôt aller sur le volet de la pollution relative à enfin, les différents types de pollution qu'on peut trouver dans la vallée de la Chimie. Ça sort un petit peu de la question des risques, mais ça peut, enfin, ça rentre aussi dans le droit des installations classées, donc ça se complète plutôt bien. Donc, pour reclarifier les choses, moi, je suis juriste dans l'association Notre Affaire à tous et on mène un projet de recherche-action avec des étudiants de l'université, enfin de l'Institut d'études politiques de Paris, et on travaille justement sur comment est-ce que les entreprises basées dans la vallée de la Chimie intègrent dans leur plan de prévention des risques la question du changement climatique, la question de la pollution de l'air. Et donc, on fait un état des lieux de ce qui pourrait être amélioré et des stratégies contentieuses et de plaidoyer qu'on pourrait visibiliser aussi. Alors, je rejoins vraiment ce qui a été dit en début d'intervention sur le problème matériel et humain de la question des contrôles et des inspections menées. On a eu l'occasion, donc, avec les étudiants, de faire un contrôle d'un certain nombre d'entreprises ICPE basées dans la vallée de la Chimie. On s'aperçoit que plusieurs d'entre elles cumulent des déclarations de non-conformité depuis plusieurs années. Donc, c'est le cas d'Arkema, de Chem1, de Total, qui ont été amendés plusieurs fois. Et donc, on se retrouve face à des situations assez complexes où les entreprises ont la possibilité, l'amende étant si faible, soit de la payer sans que cela ait un pouvoir, entre guillemets, dissuasif, ou bien dans un autre cas où elles demandent des reports. Donc, il y a aussi, et c'est important de l'avoir en tête, des relations d'intérêt, des relations très proches entre les installations classées et l'ADREAL. Donc, ça soulève deux soucis de gouvernance peut-être et de répartition des compétences. Effectivement, il y a un problème de recrutement. Il n'y a clairement pas assez d'inspecteurs et d'inspectrices employés par l'administration pour mener à bien ces types d'inspections. Peut-être que ces inspections manquent de régularité aussi. Et puis, il y a aussi la réalité d'une inspection et des sanctions qui peuvent être prises dans un deuxième temps. Donc ça, c'est pour poser le cadre un peu des installations classées. Nous, dans le cadre de notre recherche, on s'est vraiment intéressé à la question des pollutions et à voir dans quelle mesure on pouvait coupler l'examen d'une déclaration de non-conformité et la quête de certaines formes de préjudice. Donc, notre démarche, en fait, va sur deux terrains. Effectivement, plusieurs entreprises sont amendées pour être hors des clous au regard de leur déclaration communiquée chaque année. Mais on peut aussi essayer de regarder si leurs activités, le fait qu'elles soient non conformes, qu'elles aient des activités non conformes, provoquent dans un deuxième temps ou bien une pollution des eaux, ou bien une pollution de l'air, ou bien un certain nombre de préjudices. Et donc, c'est pour ça qu'on allait sur ce terrain-là, sur le terrain en fait du préjudiciable, pour pouvoir ensuite s'intéresser à l'opportunité d'une action contentieuse. Donc, ce qu'il faut observer, c'est que parmi donc, évidemment, les entreprises sont tenues de respecter le droit de l'environnement et un certain nombre de risques. Dans notre cas, on a identifié plusieurs manquements. Évidemment, il y a la question des seuils des émissions de CO2 qui sont largement dépassés par un certain nombre d'entreprises. La question aussi des risques en termes de pollution de l'air. Et on s'est aussi aperçu que certaines entreprises avaient été épinglées pour des déclarations de non-conformité en matière de rejet de pollution des eaux. Alors, il y a différents types de stratégies contentieuses qu'on peut mobiliser dans cette situation-là. Et donc, je vais revenir sur trois d'entre elles que l'on a décidé d'investiguer avec les juristes de Notre Affaire à tous. Donc, il faut savoir que les ICPE, elles ont une responsabilité devant le juge administratif, mais également devant le juge de droit civil et devant le juge de droit pénal. Donc, il y a un cumul de responsabilités que l'on peut utiliser dans le cas où l'on identifierait un manquement ou une faute. Donc, on peut envisager de s'adresser au juge pénal lorsque des habitants, des riverains ou bien des collectifs, des associations ou même des collectivités territoriales identifient un préjudice ou un risque majeur. Donc, en droit, on peut mobiliser par exemple la mise en danger de la vie d'autrui, qui est un concept évidemment très lourd. Ça a été utilisé par exemple dans le contentieux de la Fos-sur-Mer. On peut autrement mobiliser une infraction à la pollution de l'air. Donc, c'est l'article L226-9 du Code de l'environnement. Et
et donc, on irait sur le fondement du fait que les entreprises ont méconnu à plusieurs reprises, donc on appelle ça une méconnaissance répétée, des seuils d'émissions fixés par les autorisations préfectorales. L'autre possibilité, c'est le recours devant le juge de droit civil contre plusieurs entreprises de la vallée de la Chimie sur les fondements, par exemple, de troubles anormaux du voisinage. Au cours des entretiens qu'on a pu mener avec certains particuliers, et je pense notamment à l'ancien maire adjoint de la ville de Saint-Fond qu'on a eu l'occasion d'interviewer, qui était maire adjoint de qui s'appelle Serge Perrin, et qui était maire adjoint en 2007, je crois. Il nous a rapporté des problèmes de nuisances olfactives, de nuisances sonores aussi, liées aux activités industrielles. Donc, on peut aller sur ce terrain juridique aussi. Donc, si on est face à des riverains, soit des communes sur lesquelles sont basées les entreprises de la vallée de la Chimie ou les communes avoisinantes qui sont confrontées à ces diverses nuisances. Et puis enfin, il y a une autre possibilité qui est celle de l'axe administratif, donc un recours devant le juge administratif pour prouver la carence fautive de l'État. Donc là, à savoir si on s'adresse à l'État en tant qu'administration centrale ou bien potentiellement à la préfecture, puisque la préfecture a aussi une compétence très importante en matière notamment de pollution de l'air, de fixation d'autorisation préfectorale en matière de pollution de l'air, et donc s'adresser au tribunal administratif pour prouver la carence de l'État, de n'avoir pas su contrôler ou diminuer les risques qui étaient liés aux activités industrielles de ces installations classées. Donc, 3 volets juridiques potentiels qui sont tous techniques, mais entre guillemets, là, on s'éloigne un peu des risques, on va plutôt sur le quantifiable, c'est-à-dire on observe ou bien un dépassement de seuil en pollution de l'air, ou bien un rejet aqueux polluant, ou bien un risque olfactif, une nuisance sonore, et donc on l'identifie et on demande au juge de reconnaître un préjudice et donc une indemnisation pour les victimes, pour les parties civiles. Ce que l'on a identifié de très complexe dans ce scénario-là, qui paraît assez facile à réaliser, c'est aussi le degré de dépendance d'un certain nombre d'acteurs aux emplois et aux industries. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans des raisonnements sociologiques, ce n'est pas du tout ma formation, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'important à mentionner. La plupart, ou en tout cas une grande partie des personnes qui travaillent dans ces installations classées résident aussi soit dans les communes qui les hébergent directement ou bien dans les communes avoisinantes. Et donc monter un collectif de riverains ou interpeller la collectivité territoriale qui héberge, qui accueille ces entreprises, ça peut aussi représenter un conflit ou des sources de tension au niveau de la gouvernance locale. Donc, il y a aussi un travail à mener. Et puis, il y a aussi la question de à qui est-ce qu'on s'adresse lorsqu'on mène ce type de démarche contentieuse. Est-ce qu'on s'adresse aux employés, aux salariés, aux ouvriers qui travaillent dans ces usines? Est-ce qu'on s'adresse aux riverains qui parfois travaillent aussi dans ces usines? Ou est-ce qu'on s'adresse de façon plus générale à la collectivité, à la société? Donc voilà, selon les personnes qui vont être requérantes dans ce type de conflit, dans ce type de contentieux, pardon, l'enjeu, je pense, philosophique et politique n'est pas non plus le même. Donc, on peut cumuler peut-être une action juridique en matière de pollution de l'air, parce que là aussi, il y a un travail qui doit être fait et qui demande une régulation de la part des pouvoirs publics et notamment de la part de la préfecture. Et si on va sur un terrain d'infraction, peut-être en termes de rejet de pollution des eaux, là, on est peut-être plus sur une situation locale qui va bénéficier aux riverains directement. Donc voilà, il faut aussi, je pense, se poser la question des acteurs. Et puis après, il y a la question de l'accompagnement que l'on produit et que l'on permet aussi aux collectivités d'avoir et aux riverains. Donc nous, on s'intéresse avec notre affaire à tous à la faisabilité ou en tout cas l'opportunité de créer un guide intelligible, didactique aussi auprès des élus sur la nomenclature des ICPE, parce qu'on est quand même sur un droit qui est extrêmement technique et donc cela devrait être permis aussi à tous
tous, c'est aussi un droit fondamental, hein, l'accès à la justice environnementale, c'est aussi l'accès au droit et donc la connaissance du droit. Donc peut-être rendre plus intelligibles ces connaissances-là, ces compétences juridiques. Essayer aussi peut-être d'aller sur le terrain de la discussion collective, mettre autour d'une table. Alors, bon, j'imagine que ça a déjà sans doute été fait ou essayé, mais réunir peut-être aussi syndicats, associations de riverains, collectivités et associations de protection de l'environnement. Parce que l'enjeu n'est pas ici d'opposer les syndicats qui ont aussi à cœur, et c'est tout à fait logique, de préserver les emplois, mais qui sont aussi parfois les premières victimes, ou en tout cas les premières personnes exposées à ces types de rejets de pollution. Donc il y a aussi un travail, à mon avis, de concertation, de discussion collective à mener. Et puis, de façon générale, je pense aussi qu'on peut, alors là, ça ne concerne peut-être pas l'échelon de gouvernance de la région, mais on a identifié un certain nombre de manquements dans les risques que devaient relever les entreprises les entreprises ICPE basées dans la vallée de la Chimie. Et je m'explique, les entreprises ICPE basées dans la vallée de la Chimie sont aussi soumises à ce qu'on appelle les DPEF, donc les déclarations de performance extra-financière. Et on s'aperçoit lorsqu'on épluche les comptes, donc les DPEF, les déclarations de performance extra-financière de ces entreprises, que le risque climatique ou le risque environnemental n'est jamais pointé, n'est jamais présent. Et ça, c'est aussi, à mon sens, un manquement. On a des avancées qui ont été faites. Alors, je change un petit peu de sujet, mais à mon sens, on reste quand même dans cette logique-là de comment est-ce qu'une entreprise aujourd'hui intègre le risque climatique et le risque environnemental dans toutes ses activités et dans son objet, presque dans sa mission, entre guillemets. Et je pense à la loi sur la loi de vigilance, la loi sur le devoir de vigilance de 2017, qui est une loi assez révolutionnaire, qui est une des premières lois dans le monde à rendre obligatoire un plan de vigilance produit par les entreprises de plus de 400 salariés sur le territoire français. Et notre affaire à tous a mené depuis 2-3 ans ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire une évaluation des entreprises basées sur le territoire français, qui sont soumises à cette loi sur le devoir de vigilance pour évaluer à quel point elles intégraient dans leurs activités les risques environnementaux, les risques climatiques. Et je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire sur la vallée de la Chimie, s'intéresser sur le nombre d'installations ICPE et Céveso et observer si ces entreprises intègrent, alors à un niveau national, mais aussi à un niveau local ou régional, les risques climatiques, les risques environnementaux et les risques pour la santé. Et je conclurai peut-être sur cette transition. On observe, et ça a été mis en lumière par le journal médical The Lancet l'année dernière, que le triptyque santé, climat, environnement se renforce. Alors, il se renforce évidemment d'un point de vue académique et d'un point de vue philosophique, mais à mon sens, il peut se renforcer aussi sur le volet contentieux et le volet de la mobilisation citoyenne. Si on s'intéresse à la question des risques industriels et que l'on sectorise les risques industriels de la pollution de l'air et du climat, je pense qu'on perd beaucoup au change. À l'inverse, il est évident qu'une entreprise ICPE produit des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre représentent à la fois un risque en matière de pollution de l'air, donc en matière de santé environnementale, mais aussi un risque au regard des effets du changement climatique. Et à mon sens, si le droit est aujourd'hui encore très monocentré, ou en tout cas très construit par catégorie, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à pousser en matière de politique publique pour intégrer tous ces risques-là, c'est-à-dire l'activité d'une entreprise ICPE ou Céveso, quels sont ces risques en matière donc de risques industriels, évidemment d'accidents potentiels, quels sont ces risques en matière de santé, de protection de l'environnement, mais aussi de lutte contre le changement climatique. Et je crois que c'est en raisonnant de cette manière aussi et en présentant les choses de cette manière qu'on peut arriver à ne pas passer à côté d'un enjeu très important. Merci pour cette approche qui termine sur une tentative d'approche systémique autour de ce risque-là. Effectivement, j'aimerais revenir et du coup enchaîner sur l'accompagnement aux collectivités que vous avez mentionné et sur le fait de rendre intelligible une réglementation auprès des élus, auprès du grand public aussi. Il y a une obligation dans le droit d'information grand public et des
des élus, des collectivités aux abords de sites, notamment des sites industriels qui possèdent des plans particuliers, qui font l'objet de plans particuliers d'intervention, hein, qui sont donc aussi gérés par la préfecture. J'aurais aimé entendre, parce qu'il existe aussi des PPI aux abords des centrales nucléaires, et si effectivement, ça a fait appel à un certain manque de transparence, hein, sur à la fois les dangers, sur à la fois cette réglementation, et même les élus qui sont dans les périmètres des centrales nucléaires ou des sites industriels ne comprennent pas tout, manquent d'ingénierie, de connaissances, de compétences, hein, pour aborder ce sujet-là, ce qui amène peu de transparence actuellement, et c'est d'autant plus le cas effectivement aux abords des centrales nucléaires. Peut-être que Guillaume Vermorel peut nous dire un mot aussi sur ces aspects-là en abordant le risque nucléaire. Merci Marine pour l'intervention. Je pense que ça va amener quelques questions. Pour l'intervention, je pense que ça va amener quelques questions par la suite. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Donc, effectivement, alors juste pour faire un point sur les PPI, puis après, je déroulerai peut-être maintenant ou plus tard un petit peu plus, je vous donnerai un peu plus d'informations sur le risque, les risques nucléaires qu'on a dans notre belle région. Donc, effectivement, les installations nucléaires sont à risque. Donc, du coup, il y a des plans particuliers d'intervention, des PPI, qui sont définis par les préfectures, qui étaient jusqu'à il y a encore quelques années accessibles sur Internet, mais qui aujourd'hui ne sont plus, qu'on ne peut pas télécharger aussi facilement. Et du coup, ces plans particuliers d'intervention, ils sont définis avec un compas et un rayon de 20 km autour des sites nucléaires. Donc, du coup, on peut déjà s'interroger sur la pertinence de ce périmètre-là, parce qu'on sait que depuis Tchernobyl, les nuages radioactifs ne s'arrêtent pas aux frontières et encore moins aux quelques communes qui sont dans le périmètre de 20 km. Et du coup, ces PPI, qu'est-ce qu'ils impliquent? Ils impliquent de s'adapter ou d'essayer de s'adapter pour les habitants et puis pour les communes, les institutions de ces zones-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve pratiquement? On retrouve des distributions de pastilles d'iode. Donc, en fait, quand il y a un accident nucléaire avec un rejet de radioactivité dans l'air, il y a tout un tas de radioéléments qui se retrouvent sous forme gazeuse ou de poussière dans l'environnement, et notamment de l'iode radioactif. Cet iode radioactif, il se déplace assez facilement dans l'air et il vient se fixer lors de l'inhalation, de la respiration, il vient se fixer sur la thyroïde. Et donc, du coup, ça engendre des cancers de la thyroïde. Et c'est pour ça qu'après l'accident de Tchernobyl en 1986, on a eu un pic, une explosion de cancer de la thyroïde. Et donc, du coup, l'idée avec ces pastilles, c'est de saturer temporairement la thyroïde d'iode non radioactif pour éviter que l'iode radioactif se fixe dessus. Malheureusement, du coup, cette iode, avant de saturer la thyroïde, ça prend plusieurs heures. Donc, il faut prendre ces pilules d'iode bien en amont, bien avant l'arrivée du nuage radioactif. Et généralement, on n'a pas le temps. En tout cas, c'est ce que nous montre l'histoire des accidents ou des incidents nucléaires. Et donc, du coup, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans ces communes, on doit mettre en place des plans d'alerte. Donc, on a des sirènes. Lors du dernier exercice qui a été fait en Drôme-Ardèche autour de la centrale de Tricastin, on est venu sur place pour observer comment ça se passait et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait beaucoup de sirènes qui étaient défaillantes, qui ne fonctionnaient pas. Les sirènes de pompiers, elles fonctionnent parce qu'elles sont testées le premier mercredi de chaque mois. Mais par contre, les autres sirènes qu'on retrouve dans les écoles ou dans des maisons de retraite, elles n'étaient pas opérationnelles. Et quand elles fonctionnaient, en fait, les personnes autour n'étaient pas au courant du signal et ne comprenaient pas qu'il s'agissait d'un signal pour prévenir d'un accident nucléaire. Autre possibilité de protéger les populations, c'est d'abord de les confiner lorsqu'il y a des rejets dans l'environnement. Donc, du coup, on a vu lors des exercices que c'était extrêmement difficile de confiner, notamment pour des écoles. Les écoles n'étaient pas adaptées, il n'y avait pas de point d'eau, pas de toilettes accessibles directement dans la classe. En plus, on oblige, ou en tout cas, on conseille aux instituteurs, aux professeurs des écoles de se protéger, mais de manière très rudimentaire. C'est-à-dire que c'est du scotch, il faut avoir des rouleaux de scotch pour boucher les fenêtres, pour éliminer la circulation d'air dans les fenêtres. Par les fenêtres, on demande de mettre des torchons mouillés sous les portes pour essayer de tenter, mais enfin, c'est quand même vain, ce type de protection.
On s'aperçoit qu'en cas d'évacuation, parce que le concept, généralement, c'est quand il y a un risque important, on confine toutes les personnes et les enfants. Et une fois que le nuage radioactif est passé, avant qu'il y ait une deuxième phase d'accident avec une deuxième émission de particules, on va les évacuer. Et donc, du coup, on a regardé sur le périmètre de la centrale du Tricastin combien il y avait d'écoles, combien il y avait d'enfants, de collèges, de lycées. Et donc, du coup, comment on allait pouvoir évacuer toutes ces personnes-là en dehors des 20 km. Et on s'est aperçu qu'en fait, il fallait 200 bus scolaires qui se relaient. Donc, il fallait trouver des chauffeurs qui acceptent de venir en zone contaminée, hein, qui acceptent ce risque-là, et qui, du coup, arrivent aussi à se croiser devant les écoles sans créer d'accidents, d'embouteillage, en sachant que toutes les populations de la zone vont aussi devoir quitter la zone rapidement avec leur propre véhicule. Et donc, du coup, on s'est aperçu que dans ces exercices grandeur nature, en réalité, on ne faisait pas l'exercice jusqu'au bout, on ne mettait pas en place ces évacuations parce que c'était très problématique et qu'on n'arriverait certainement pas à évacuer les milliers de personnes qui étaient dans les zones PPI. Voilà globalement comment ça se passe dans les PPI. Alors, EDF, l'exploitant, et l'IRSN essayent de donner des informations, essaient de mettre en place des petits autocollants sur les conduites à tenir, mais globalement, on s'aperçoit que ce n'est pas à la hauteur des risques et surtout du risque potentiel qui augmente, je dirais presque un peu plus tous les jours ou un peu plus chaque année, parce que ces centrales sont vieillissantes et ça sera peut-être le sujet de la prochaine intervention sur l'âge des centrales nucléaires qui est largement dépassé. Merci, merci beaucoup Guillaume Vermorel. Alors, comme on parle on continue le tour de table, hein, poursuivons, et c'est vrai que j'aimerais bien entendre Pierre Athanase sur sa position d'élu local, en charge d'ailleurs de ces thématiques, vis-à-vis de tout ce qui vient de se dire en termes d'information, de plans de secours, de sécurité des personnes, de pollution, comment lui, dans son rôle d'élu local aussi, il aborde les choses, et surtout quels sont pour lui les besoins d'accompagnement qu'il constate, en tout cas en la matière, en matière de prévention des... Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez, là j'ai une coupure de son. Ça marche, oui. Voilà, oui, donc moi dans le cadre du périmètre de ma délégation, j'ai donc les risques technologiques, la prévention des risques technologiques, et le volet qui est vraiment important, c'est la protection des populations. Donc effectivement, il y a un travail qui est fait avec les industriels, avec les services de l'État qui fonctionne relativement bien, je trouve, avec des gens qui sont compétents à la DREAL et à la DDT. On a à la métropole de Lyon également un service avec des personnes pour travailler sur ces sujets-là, les préparer en amont. Comme il a été dit tout à l'heure, la région Rhône-Alpes est la région où il y a le plus de PPRT, et la métropole de Lyon en concentre encore tout un paquet. Et notamment à un PPRT qui est très vaste, celui de la vallée de la Chimie, qui est le plus grand site PPRT de France, qui regroupe à lui seul 10 sites Seveso seuil haut et quelques sites Seveso seuil bas, qui concerne 9 communes. Et dans le périmètre PPRT, 21 000 personnes qui y habitent. Ont été recensés tous les logements qui sont vraiment à risque. Alors, on a 3 types de risques sur la vallée de la Chimie. On a bien sûr le risque de surpression en cas d'explosion, ce qui était arrivé à Feyzin en 1966. J'étais enfant et j'habitais Feyzin, donc j'en ai des souvenirs qui sont restés, je crois, à jamais gravés de ce ciel qui brûlait. On a les risques thermiques pour les gens qui sont plus près, avec des chaleurs qui sont vraiment très fortes. Et on a également des risques toxiques sur certaines usines, pas toutes, mais sur certaines usines. Donc, selon l'endroit où on se trouve dans la vallée de la Chimie, on peut être assujetti à 1 risque, à 2 risques, et si on n'a vraiment pas de chance, à 3 risques. Après, on a aussi des questions de distance, et des distances qui font que les mesures à mettre en place pour se protéger sont différentes. Donc, il y a un vaste programme qui a été mis en place pour protéger justement les habitations. Ça concerne 7 000 logements privés et 2 200 logements sociaux.
Donc, on voit quelque chose d'assez énorme, et ça principalement sur 3 communes, Pézin, Saint-Fond et Pierre-Bénite. On a également 88 biens en expropriation, c'est-à-dire c'est des endroits où la métropole rachète les terrains, rachète les maisons, les rase, et derrière, en négociant cet hiver, parce qu'au départ, ce n'était pas prévu, mais en discutant cet hiver avec la préfecture, on a obtenu au moins le droit de renaturer ces lotissements de façon à ne pas laisser des quartiers complètement en ruine à l'intérieur de la ville de Fézin. Donc, on voit un chantier qui est assez énorme, mais une des difficultés, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que l'intégralité des frais de mise en protection des appartements ou des villas, puisqu'on intervient évidemment sur les deux, on aurait pu imaginer qu'on ait un afflux, puisque l'intégralité des frais est pris en charge, à savoir un tiers par les industriels, un tiers par l'État, et le dernier tiers à 80% par la métropole de Lyon, à 20% par la région. Et malgré ça, on a très peu de demandes, enfin pas suffisamment de demandes. Notre plan, on appelle Sécurénov, est encore valable jusqu'à 2023. On est loin d'avoir touché la moitié des populations. Parce que ce qu'il faut voir, et moi j'ai habité Fézin enfant, j'y habite à nouveau maintenant, les gens s'habituent finalement à vivre à proximité d'usines et trouvent le risque normal. Quand il y a de temps en temps, il y a des accidents, ça fume beaucoup et tout, les gens vont voir. C'est un petit peu le spectacle et n'ont pas tendance à fuir. Et du coup, on a du mal à les mobiliser pour qu'ils protègent leur propre logement. À savoir que les mesures vont être différentes. Si vous êtes dans des zones où c'est des risques d'explosion, donc de surpression, ça peut être un changement de menuiserie, ça peut être, si les menuiseries sont qualifiées de bonnes, hein, c'est des experts qui passent individuellement, ça peut être juste du filmage sur les vitres. Après, si vous êtes dans une zone de toxicité, ça va être d'installer dans l'appartement ou dans la maison une salle d'isolement où on va isoler les fenêtres, les portes, les prises électriques, hein, puisque par les prises électriques également les produits toxiques peuvent passer. Et si c'est les effets thermiques, donc là, on a aussi d'autres moyens de protection, mais le meilleur moyen de protection qui a été trouvé, ça a été de racheter et de démolir les maisons. Donc, c'est des vrais problèmes sociaux parce qu'il faut bien voir que la vie des quartiers est complètement impactée quand on en est là. C'est un coût qui est absolument énorme. Pour la métropole de Lyon, pour le mandat, on a mis à la PPI 20 millions d'euros. Ce qui est une somme très importante, et ça uniquement sur la mise en protection de l'habitat. Reste à des choses qui, pour l'instant, ne sont pas prises en charge. Ça va être le déménagement de certaines activités. Il y a énormément d'activités de commerce, d'industrie, d'artisanat. Dans le périmètre de la vallée des Chémis, il y a 2300 activités qui sont dans le périmètre PPRT. Donc, il va falloir voir celles qu'on peut garder, celles qu'il va falloir déménager. Et là, il va falloir effectivement trouver des moyens financiers pour le faire. Pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu. Et on a également toute la problématique des équipements publics. Des équipements publics qui peuvent être un gymnase, qui peuvent être une école, qui peuvent être un stade. À Fézin, il y a le stade à déménager. Voilà. Donc, des choses qui sont absolument énormes. Et pour l'instant, ça n'est absolument pas pris en compte financièrement. Les gens de Fézin qui jouent au foot, qui vont à la piscine, le font au bord de l'autoroute à 120 mètres de la raffinerie de Fézin. Alors, c'est des choses qui paraissent complètement folles maintenant, mais il faut bien voir que le stade, comme l'école qui est maintenant désaffectée, ont été construits en même temps qu'étaient construits l'autoroute, le canal et la raffinerie de Fézin. Et ça, à la suite d'usines qui étaient déjà là précédemment à Pierre-Bénite et à Saint-Fond, puisque dans la vallée de la chimie, l'industrie de la chimie a bientôt un siècle et demi. Donc, on a tout concentré là. Et quand je vous disais tout à l'heure que les gens, finalement, s'habituent à ça, s'habituent à vivre là, dans ce climat-là, ça devient effectivement très difficile pour les élus locaux d'en parler aux habitants. Certains ont peur de les effrayer, donc c'est très difficile. Et on le voit, les communes qui ont le mieux communiqué sont celles où il y a le plus d'équipements.
Et une des 3 communes, que je ne citerai pas, même si l'équipe a été battue par décence, je ne vais pas la citer, mais n'a absolument pas communiqué. On est à moins de 5% de logements qui ont été équipés. Et ça, pourtant, avec une gratuité totale pour les propriétaires de ces logements. Donc, on voit qu'il y a une espèce, pour certains, il y a une espèce de tabou, pour d'autres, une espèce de fatalité à habiter là. Et c'est vraiment très, très dur de jongler avec ça. Après, donc ça, on a ce risque-là. Tout à l'heure, on a parlé du transport des matières dangereuses et il a été évoqué effectivement les camions, il a été évoqué les pipelines. Et par contre, on a les bateaux et on a oublié les trains. Et malheur de malheur, puisqu'on doit être maudit dans cette vallée de la chimie, en plus de tout ça, on a une des plus grosses gares de triage de France et d'Europe. Et c'est sur cette gare de triage qu'on a le plus de concentration en France de wagons qui transportent des produits toxiques. Et là, on est dans quelque chose qui est carrément ubuesque, avec la SNCF qui ne met pas vraiment du sien, et avec des identifications, s'il arrive une catastrophe sur un accident qui peut être grave, hein, ça peut être de l'alcool qui se renverse, ça peut être des acides, ça peut être n'importe quel produit toxique. Le seul moyen d'identifier les wagons, c'est d'aller sur place parce que l'identification se fait avec ce qui est écrit sur le wagon. Il n'y a pas de système de balise, on ne sait pas. Donc, il faut, dès qu'il y a un incident, que les gens qui travaillent sur la gare de triage aillent voir au plus près pour en informer. Alors déjà, voir si effectivement il faut appeler les pompiers ou pas. Informer les pompiers en ayant une idée des produits qui sont là parce que, évidemment, le moyen de lutte sera complètement différent selon si c'est de l'acide, si c'est au contraire, si c'est une base, si c'est un produit inflammable, etc. Donc, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de produits qui circulent. Et on voit également une très mauvaise gestion des wagons qui transportent ça. La plupart des alertes sur les transports qu'il y a dans la gare, ce sont simplement des vannes qui fuient. Mais une vanne qui fuit, quand l'opérateur passe à côté, il y a une odeur, il ne sait pas si c'est quelques gouttes qui tombent ou si c'est une grosse fuite qui est dangereuse. Donc, on voit que même les wagons ne sont pas dans des conditions qui sont correctes. Et on a là vraiment quelque chose d'absolument énorme. Il faut bien voir que lorsqu'on manipule des wagons, donc c'est une gare de triage, hein, c'est un système qui est qui est vieux, comme le train, je pense. On fait monter les wagons un par un sur une butte au milieu de la gare et ils redescendent. Et c'est simplement l'inertie qui fait qu'ils vont les s'accrocher d'un côté ou de l'autre et ils arrivent en tapant le wagon d'après. Et ça, avec à l'intérieur des produits toxiques et des wagons qui ne sont pas toujours en bon état. Et donc, au demeurant, les gens qui conduisent les trains ne savent pas ce qu'il y a et en cas de problème, on a un véritable souci. Donc, on a un véritable problème qui se rajoute au problème purement industriel, c'est vraiment celui des transports et celui des transports qui est vraiment concentré dans une anarchie totale dans les gares de triage. Oui, merci pour tous ces éléments de connaissance hein, sur notamment l'agglomération lyonnaise et surtout sur la vallée de la chimie. Je retiens deux éléments intéressants, c'est-à-dire que effectivement, bien souvent, il y a eu un étalement urbain aux abords de sites industriels qui existaient déjà, hein, qui préexistaient, et effectivement, ça pose la question de relocaliser certains enjeux, de les déplacer, et ça touche là encore aussi à la fois à des questions d'aménagement, mais aussi à des questions donc de culture du risque hein, pour les personnes qui habitent dans ces zones. Et c'est très parlant hein, d'entendre que les programmes d'adaptation du bâti, qui sont pourtant gratuits, effectivement, pour les riverains, ne sont pas très prisés par ces habitants eux-mêmes. Et là, je pense qu'il y a encore une faille dans laquelle, effectivement, les collectivités locales ont tout leur rôle à jouer. Et voilà, ça a été très, très bien pointé du doigt. Merci Pierre. Alors, on a abordé des pistes de réflexion hein, pour agir en termes de prévention des risques. On voit pointer un certain nombre de réflexions et d'éléments. Ce qui serait intéressant, c'est d'entendre le retour d'expérience
excusez-moi, d'Enora, élue, donc d'Enora Chopard, hein, élue à Rouen, ce retour d'expérience sur ce qui se passe et quels sont les impacts et comment sont gérés les risques quand il se passe un événement sur un site industriel, quelles sont les répercussions actuellement, quels sont les manquements qui ont été pointés et si un jour nous devions, et malheureusement hein, le risque zéro n'existant pas, nous devrons refaire face à des événements de ce type, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, quel peut être voilà, le retour d'expérience d'Enora Chopard sur les accidents industriels. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Effectivement, je vais faire un petit retour parce qu'on a beaucoup parlé notamment des exercices et tout ça, mais nous, à Rouen, on a la chance d'avoir vécu un vrai accident industriel. Donc, c'était quand même assez intéressant. Alors, je vais faire un récit peut-être un peu sensible de comment on a vécu la chose, parce que je pense que ça peut être intéressant, un peu chronologique, et puis essayer d'élargir après la réflexion. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que nous, c'était dans la nuit du 25 septembre 2019. On a deux incendies, un incendie qui s'est déclaré dans deux bâtiments de l'usine Lubrizol, donc qui est une usine à Céveso-Seuil-Haut, qui se situe vraiment dans le cœur de la métropole de Rouen, en bord de Seine, vraiment en face d'un quartier d'habitation, voilà, en plein centre-ville. Moi, je me souviens qu'on s'est réveillé vers 7 h. Moi, j'habitais en coloc et donc tout le monde s'est un peu réveillé en panique parce qu'en fait, tout simplement, il y avait un panache de fumée noire. Pierre parlait du ciel en feu. Nous, ce n'était pas un ciel en feu, mais c'était vraiment extrêmement impressionnant. On a abordé aussi la question des sirènes. Nous, les sirènes se sont déclenchées seulement à 8 h, ont été déclenchées seulement à 8 h du matin, alors que l'incendie avait été déclenché, s'était déclenché dans la nuit. Ce qui s'en est suivi, c'était vraiment, et on le vit encore aujourd'hui, mais un mois de... Moi, je ne pensais pas que c'était possible en fait, de vivre une telle impréparation et une telle inconséquence des pouvoirs publics en cas d'incident industriel. Donc déjà dans les premières journées, la première journée, ce qui nous a été dit, c'était... donc moi, je n'étais pas encore élue à l'époque. Je travaillais avec le groupe des élus de la métropole de Rouen, par contre, donc je vais un peu mêler les deux. Mais en tant que simple habitante, déjà, on avait des informations à la radio. Et dès le début, le discours qui a été tenu, c'était un discours qui se voulait rassurant. C'était le mot qu'on entendait le plus. C'était rassurant, mais alors sans donner aucun fait, par contre, sans donner aucune explication sur ce qui était en train de se passer, sur les dangers, sur les risques qui étaient encourus par les gens. Donc, ce qui nous a été dit assez vite, c'était quand même peut-être rester chez vous. Donc, on est quand même un peu resté chez nous, alors tout en n'ayant absolument aucune mesure de protection. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi à Rouen. Je n'avais pas souvenir d'avoir eu j'avais aucune clé sur comment on pouvait se protéger. Donc, effectivement, on était chez nous. Moi, je me rappelle qu'on écoutait le préfet à la radio, justement, qui nous disait que tout allait bien et qu'il n'y avait absolument aucun danger. Et tout d'un coup, dans l'appartement, une odeur d'hydrocarbures qui rentre, et qui est forcément extrêmement inquiétante, mais sans qu'on ait aucun moyen, en fait, de régler ça, quoi, parce que les appartements ne sont pas adaptés, qu'on peut toujours mettre des torchons sous la porte. Ça n'empêche pas ces odeurs de rentrer et sans qu'on sache ce qu'on est en train de respirer. Donc voilà, ça c'était quand même assez... se rendre compte du manque de formation que nous on avait sur la manière dont on pouvait se protéger et se rendre compte aussi de l'absence d'un discours pédagogique vraiment avec des faits, avec une vraie information sur les dangers qu'on encourait, ni par les médias, ni par la préfecture. Voilà. C'était quand même assez édifiant. Au niveau des élus locaux, pareil, il y a eu très, très peu d'informations et ça a été dénoncé assez vite aussi par des élus de tous bords. Il y a même des maires qui racontaient ne pas avoir reçu les SMS d'alerte. Il a fallu que les élus écologistes de la métropole invitent dans un courrier public le préfet à s'exprimer devant les élus pour qu'il s'exprime enfin devant les élus le 30 septembre, donc presque une semaine après l'accident. Avant ça, c'était très, très compliqué d'avoir des informations sur ce qui s'était passé. En fait, ça a été une succession d'approximations et d'échecs. Par exemple, les écoles n'ont pas fermé alors que l'incident s'était déclaré dans la nuit. Les écoles ont accueilli les enfants comme prévu, y compris celles qui se situaient à moins de 500 mètres de l'usine. Les écoles étaient ouvertes.
Ça a été en fait au cas par cas que les directeurs, les directrices, les principales, enfin voilà, que des personnes ont décidé de fermer les établissements, mais il n'y a eu absolument aucune consigne, ni de la préfecture, ni des élus locaux, mais parce qu'ils n'avaient pas les informations non plus sur ce qu'il fallait faire. Ça s'est vu aussi au niveau de tout ce qui était transport public. Pareil, les transports publics ont continué. Enfin voilà, les 2 premières journées, ça a vraiment été une espèce de décalage entre le risque, le danger qu'on percevait, parce qu'il y avait cette odeur qu'aujourd'hui encore, ça arrive qu'on se réveille et qu'on se dise « Ah tiens, ça sent Lubrizol », c'est devenu une expression, on a senti cette odeur qui était avec aussi des pluies acides, voilà, la peau qui brûlait quand on était sous l'eau, enfin des choses. Donc ce décalage entre ce qu'on percevait comme danger, comme risque, et en fait le discours public qui était fait, qui était totalement dans lequel il y avait aucune information, ça se voulait rassurant. Voilà, il y avait des photos dans la presse locale du préfet qui avait, enfin, comme ça, qui posait en disant soyez rassurés, alors qu'en fait on n'avait aucune raison d'être rassurés. Voilà, donc ça c'était un peu la manière dont on l'a vécu. Il y a eu plein de choses aussi qui se sont passées dans la suite, enfin dans la semaine qui a suivi, avec les syndicats de police et de pompiers qui quelques jours après l'incident, ont alerté sur le fait que les fonctionnaires qui avaient été envoyés sur le site se plaignaient de vomissements, de maux de tête. Ces mêmes fonctionnaires ont alerté sur le fait que les analyses sanguines, les résultats de leurs analyses sanguines suite à leur présence sur le site ne leur étaient pas communiqués directement, mais qu'elles étaient envoyées sous pli confidentiel au SDIS. Donc, enfin, voilà, vraiment une espèce de... Et c'est d'ailleurs ce qui a été beaucoup repris. Hein, je vais venir un peu ensuite à la question de la mobilisation citoyenne, mais la demande qui était vraiment exprimée et qui l'est toujours, hein, et on peut faire d'ailleurs peut-être un petit parallèle avec ce qu'on vit avec la crise sanitaire depuis quelques temps, c'était vraiment une demande de transparence. Parce qu'en fait, ce manque de transparence et ce manque d'information, associé au manque d'une espèce de culture du risque et des dangers auxquels on est soumis, enfin, ce manque de transparence était criant et c'était vraiment totalement irresponsable de la part des pouvoirs publics. Et les habitants l'ont vraiment perçu comme ça. Donc c'était quand même un moment assez fort, avec vraiment une espèce de volonté de cacher en fait des éléments. Ce qui s'est passé aussi, par exemple, c'est que la préfecture, pendant une semaine, a certifié ne pas avoir connaissance de la liste des produits qui avaient pu brûler. Alors que comme Lubrizol est une installation classée Seveso, c'était faux évidemment, puisque la liste des produits est heureusement communiquée à la préfecture et à l'Adréal pour avoir l'autorisation justement de les stocker. Il a fallu attendre le 1er octobre pour que la liste des produits brûlés soit communiquée. Voilà, donc ça c'était vraiment, c'est vraiment le manque de transparence qui était le plus utilisé. On a beaucoup parlé du coup donc ce mot-là, rassurer, qui revenait en permanence. On a aussi beaucoup parlé du fait qu'il n'y avait pas de toxicité aiguë, ce qui en fait veut simplement dire que quand on respirait, on ne tombait pas mort instantanément. Donc ça, on l'avait remarqué, mais par contre, c'était quand même assez mensonger comme élément de langage. Et ensuite, il y avait aussi beaucoup la question du bruit de fond qui était abordé souvent, en disant que en fait, les taux de polluants qui étaient mesurés étaient pas forcément plus forts que le bruit de fond habituel. Donc voilà, il y avait plein d'éléments de langage comme ça qui revenaient. Et pendant ce temps-là, ce qui s'est passé par contre, c'est qu'il y a eu une très très forte mobilisation citoyenne dès le début. Paul Poulain tout à l'heure parlait justement du collectif d'autodéfense populaire auquel il participe. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place très très vite sur le territoire de la métropole suite à Lubrizol, parce que justement, il n'y avait pas le choix. Les informations ne nous étaient pas données, il fallait bien les chercher, aller les trouver. Donc, ça s'est d'abord passé sur Facebook. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Collectif Lubrizol, qui a recueilli dans lequel il y avait plus de 20 000 membres à peine une semaine après l'incendie, dans lequel en fait les gens très vite ont partagé ce dont ils étaient témoins, donc à la fois les odeurs, à la fois les problèmes de santé, les vomissements, les nausées, les maux de tête, les étourdissements, et puis aussi des trucs assez incroyables, donc des gens qui trouvaient des bouts d'amiante dans leur tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un morceau d'amiante, alors que la préfecture assurait qu'il n'y avait pas d'amiante.
tout en sachant qu'il y avait une toiture en fibrociment de 8000 m² qui avait brûlé. Donc ça, pareil, c'est un lanceur d'alerte qui l'a dit assez vite, mais c'était aussi quelque chose qui était connu par la préfecture, puisque tous les bâtiments qui datent de cette période ont des toitures en fibrociment. Donc il y a vraiment eu toute cette mobilisation citoyenne de dire, bah, OK, on ne nous donne pas les informations, donc on va aller les chercher, et puis on va se partager un peu. Donc, mais ce qui crée en fait une anxiété terrible, en plus de ce qu'on était en train de vivre avec le nuage et tout, des gens qui disent, bah, moi j'ai un bout d'amiante dans mon jardin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux y toucher? Est-ce que ça veut dire que je suis en danger? Voilà, enfin, voilà, c'est vraiment, moi, je trouve cette question de la transparence et puis du manque d'information aux populations que je trouve intéressant à rapporter suite à notre expérience malheureuse. Ensuite, maintenant, alors, je trouve que la question de l'acceptabilité qui a été soulevée plusieurs fois, elle est intéressante parce qu'en fait, on parle d'acceptabilité comme si elle venait de fait. D'ailleurs, le président du conseil départemental avait dit à l'époque, quand on vit dans un département comme la Seine-Maritime, dans lequel il y a 60 sites Céveso, il faut accepter qu'il y a un risque. Voilà, donc il faut l'accepter, très bien, donc on n'a pas vraiment le choix, mais pour autant, on est censé accepter un risque qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas en fait la dangerosité des entreprises qui sont auprès desquelles on vit, on ne connaît pas non plus l'impact réel, potentiel sanitaire sur la santé à court ou à moyen ou à long terme, y compris, voilà, quand je parle de long terme, je parle aussi de tout ce qui va concerner l'agriculture. Là, on sait qu'il y a énormément de polluants, par exemple, qui se concentrent dans les sols, dans l'eau, y compris des polluants qui sont lipophiles, donc dans le lait, dans la viande. Enfin, voilà, il y a plein de choses, en fait, à long terme sur lesquelles on n'est pas informé. Donc, accepter un risque, d'accord, mais l'accepter de fait sans savoir vraiment quel est ce risque, ça pose quand même énormément de questions en termes démocratiques, et je trouve que la question du nucléaire, elle est très intéressante aussi à aborder de ce point de vue-là. Je conclurai parce que je pense que j'ai été un peu longue, mais bon, faut savoir que depuis tout ça, il y a quand même pas mal de choses. On se rend compte à quel point on n'est pas préparé en fait, et on n'est pas capable de gérer ce type d'incident pour l'instant. Il y a eu plusieurs procédures juridiques qui ont été enclenchées. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a déjà été abordé. Il faut savoir quand même, par exemple, que la région Normandie vient récemment de refuser de se constituer partie civile pour porter plainte contre Lubrizol. Alors, ils avaient deux choix, donc soit se constituer partie civile et porter plainte contre X, soit accepter un processus d'indemnisation à l'amiable, mais du coup qui interdit tout recours contentieux à l'avenir. Donc, le choix qui a été fait par Hervé Morin, notre président de région, c'est donc le deuxième choix, donc d'empêcher tout recours contentieux à l'avenir en demandant par contre 1,3 million d'indemnisation à Lubrizol, ce qui soulève quand même énormément de questions. Voilà. Récemment aussi, le 1er janvier, on a vu à quel point il n'y avait pas eu d'évolution, parce que le matin du 1er janvier, on s'est levé à Rouen avec des réminiscences pas très agréables pour un début d'année, avec une odeur très particulière aussi dans l'air. Donc évidemment, tout de suite, il y a eu plein de questions qui ont été soulevées, les gens se sont posés des questions, etc. La réponse qui a été faite très rapidement par la préfecture, et y compris par le président de la métropole, c'était que les gens avaient brûlé trop de papier cadeau dans leur cheminée. 5 jours plus tard, la CGT, et encore une fois, il faut souligner le rôle très important des lanceurs d'alerte, je pense que Fabienne Grébert en parlera après. La CGT a avoué qu'en fait, non, il y avait bien eu un incident industriel chez Multisol, donc une entreprise classée aussi Céveso. Donc, voilà, encore une fois, cette espèce de mensonge éhonté à la population. Voilà, donc moi je reviendrai vraiment sur, je conclurai sur quelques éléments que je trouve importants. C'est vraiment déjà la question de créer une vraie culture du risque et de la sécurité, parce qu'évidemment les deux vont ensemble, et du coup d'avoir une vraie formation et pédagogie aussi des populations qui sont soumises à des risques et à des dangers industriels. La question aussi des lanceurs d'alerte qui est très importante, et aussi la question donc à la fois de renforcer la réglementation et d'imposer aux industriels plus de responsabilités quand ils peuvent mettre en danger des populations, que ce soit avant, pendant ou après des catastrophes qui malheureusement risquent d'arriver, mais aussi en fait de permettre vraiment aux gens de développer une expertise citoyenne, que ce soit pareil sur le suivi des pollutions de manière générale, ou alors même sur le suivi suite à des catastrophes. Il faut savoir que nous, par exemple, on n'a toujours pas de suivi sanitaire qui a été mis en place, alors que c'était une demande. Il n'y a pas de registre sanitaire qui a été mis en place, et y compris sur le suivi dans l'agriculture, etc. Rien n'a été mis en place pour l'instant. Donc la question de développer aussi vraiment et de donner aux populations des moyens de
se saisir elle-même de cette question du risque et de pouvoir réagir, je trouve ça très important aussi. Voilà. Merci beaucoup, Enora, sur ce retour d'expérience et les pistes que tu viens de mettre en avant. Le temps passe très vite. Je pense que Fabienne, peut-être, peut rebondir sur ces axes que vous venez de citer et parler un peu de ce qui a été entrevu, en tout cas, hein, dans ce que pourrait faire la région, dans tous ces manquements qui ont été pointés, puisque la région, hein, il faut le rappeler, n'est pas un acteur qui agit en termes de prévention des risques industriels dans le cadre réglementaire, en fait. Hein, elle n'est pas responsable en tant que telle au regard du règlement sur ces questions-là, mais effectivement, hein, sur la question démocratique, sur la question des lanceurs d'alerte, sur la question de la transparence. Voilà, je laisse la parole à Fabienne à ce sujet. Oui, c'est vrai qu'en vous écoutant, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, des principes élémentaires qui devraient être les nôtres en tant qu'élus ou dans le cadre des administrations. Un principe d'abord de transparence, un principe de redevabilité. On est redevable vis-à-vis de nos concitoyens à un certain nombre de points, de décisions, de mise en évidence de certains risques, et un principe de respect de la réglementation et des lois. Et c'est vrai que je ne peux pas en vouloir à l'État parce que effectivement les fonctionnaires de la DREAL ont de moins en moins de moyens, ont de moins en moins de ressources pour exercer leur pouvoir de police, pour sanctionner s'ils le font. Mais du coup, ça appelle aussi la région, en tant que distributeur de subventions d'argent public, à prendre en compte ce contexte et à se dire quel est mon rôle en tant qu'institution sur la protection d'une population de 7,7 millions d'habitants. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête et qui vont dans le sens des engagements que l'on prend depuis maintenant plusieurs mois. On dit qu'on doit être une région résiliente, qui doit faire face aux chocs, faire face aux risques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà de se dire si l'État ne fait pas son job, on va se débrouiller. Entre nous, on va se serrer les coudes, on va être solidaires et on va s'organiser pour piloter ces risques et faire face à des moyens de surveillance, par exemple. Guillaume a évoqué les risques nucléaires, Pierre également. Il faut qu'on travaille avec des acteurs privés, des experts privés qui vont installer des capteurs à certains endroits sur des risques radioactifs, sur d'autres. On l'a fait avec la CRIRAD, mais depuis que Laurent Wauquiez est au pouvoir, il a supprimé les budgets de fonctionnement de la CRIRAD, le centre d'information sur les émissions radioactives, qui était la première organisation, dont les experts étaient les premiers à avoir signalé le passage du nuage de Tchernobyl en 86 au moment de l'accident malheureusement célèbre. Donc, on voit bien aussi l'utilité de ces acteurs associatifs privés qui peuvent jouer un rôle majeur dans la protection des populations. Donc ça, c'est à la fois un enjeu de solidarité et d'accompagnement des associations sur ces sujets-là. Le deuxième point, effectivement, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup surpris quand je suis arrivée au début de mon mandat de conseillère régionale, c'est que les élus n'avaient aucun complexe pour dire qu'ils allaient supprimer les subventions des associations militantes, disait-on. On n'est pas là pour financer le militantisme. Ah oui, c'est quand même bien dommage, parce que quand même, des associations militantes, c'est aussi des associations qui lancent des alertes, qui sont capables d'engager des recours, du contentieux, de dénoncer tel ou tel type de projet, de dénoncer telle ou telle entrave, comme si les élus ou comme si tout élu avait forcément ça dans son curseur, comme si tous les projets étaient forcément solidaires, protégeants, etc. Ben non, il y a des projets qui sont délétères, il y a des protections des populations qui ne sont pas assurées.
et on a besoin de collectifs puissants, d'associations qui lancent des alertes et on se doit de les financer pour ces aspects-là. Donc ça, je pense notamment à Emmanuelle Amar, ancienne responsable de Remera, vous savez, qui, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, avait repéré qu'il y avait des enfants sans bras qui naissaient dans le même pourtour dans une zone rurale dans l'Ain et qui a été remercié et Remera a été arrêté parce que cette lanceuse d'alerte ne plaisait pas à tout le monde. Je vais la recevoir très prochainement dans nos locaux à Lyon et nous allons travailler pour voir comment réouvrir Remera et comment soutenir les initiatives de gens courageux comme elle. 3, il y a notre région, ça doit donc être une région résiliente, solidaire, et puis ça doit être une région qui protège, et qui protège face aux risques. Alors elle le fait, hein, elle cofinance avec les collectivités locales des plans de protection des risques technologiques, pas de souci sur ces sujets-là. Par contre, il y a des choses dont elle ne s'assure pas complètement. Florence Serbaille, qui est conseillère régionale, avait eu l'occasion de mettre en évidence, par exemple, dans les lycées, dans les zones de protection, dans les zones de protection des risques près des centrales nucléaires, eh bien, on ne pouvait pas confiner les enfants qui pouvaient être dans les lycées. Il n'y avait pas de sanitaire ou il n'y avait pas de point d'eau dans des zones de confinement. Comment on fait? Comme le disait Guillaume tout à l'heure, on ne peut pas évacuer les enfants dans des lycées. Il faut créer ces zones de confinement dans ces zones nucléarisées pour que les enfants puissent répondre aux besoins essentiels. Et c'est toujours pareil. On doit répondre aux besoins essentiels de la population et protéger. Et protéger, c'est aussi critériser des aides. Alors, il y avait une question tout à l'heure en disant « mais pourquoi on déménage pas les industries plutôt que les maisons ?» Bon, c'est pas très difficile à comprendre. En fait, ça coûte cher, ça coûte moins cher de raser une maison que de raser une usine. C'est sur des surfaces plus petites, sur des terrains moins grands. Et dans ces cas-là, il faut aider les industriels à se relocaliser plus loin. C'est pas toujours facile, hein. Je jette pas la pierre aux élus locaux. Parce que des zones industrielles, ça ne s'implante pas n'importe où. La chimie verte à Lyon, elle se développe ici parce que la zone est plus large, parce qu'on est près de l'eau, parce qu'on a besoin d'eau. Il y a un certain nombre de conditions qui sont nécessaires. Donc, ce n'est pas toujours si simple. Et ça me semble important aussi de le rappeler. Mais néanmoins, il faut arrêter de financer n'importe quelle activité industrielle, sans critères, sans action pour limiter les risques. Et c'est le job de la région qui distribue quand même pratiquement à l'échelle d'un mandat près de 7 milliards d'investissements au cours d'un mandat. On peut critériser des aides et dire à un moment donné, on vous financera tel ou tel équipement si vous investissez sur la protection des populations, si vous menez des études sur les impacts environnementaux, etc. Ça fait partie de notre boulot d'élu. Et moi, je considère que ça fera partie de mon travail de présidente de région que d'imposer des règles qui doivent être déployées dans tous les projets industriels, économiques que l'on mènera. Un troisième point que je voudrais souligner ici, et c'est Paul Poulain qui l'a mentionné, et c'était quelque chose que j'avais d'ores et déjà détecté dans un certain nombre de statistiques. Excusez-moi, c'est l'évolution des cancers et de manière générale des affections longue durée. C'est un scandale de santé publique. Ça n'effraie personne, cette explosion des pathologies longue durée. C'est quand même incroyable. Personne ne s'en émeut. Et moi, je ne comprends pas qu'on ne fasse rien là-dessus. Et s'il y a un pan qui a été totalement abandonné par Auvergne-Rhône-Alpes depuis l'arrivée de Laurent Wauquiez au pouvoir, c'est la santé environnementale. Ce sujet n'est plus du tout traité et ça doit faire partie des moyens que l'on doit donner
aux associations, à un certain nombre d'organisations de recherche pour orienter la recherche longue durée sur la question de la santé environnementale. Parce que ça a été dit effectivement, la difficulté dans ce genre de projet, c'est d'avoir suffisamment de temps pour identifier ce qu'on appelle l'effet cocktail, les effets de tel ou tel polluant avec tel autre, et puis les effets sur la durée. Et ça, comme on est toujours dans une logique de toujours plus vite, toujours plus court, toujours plus d'innovation techno, bah, on se dit, allez, sur 2-3 ans, on n'a rien vu, allez hop, on autorise et puis fin de l'histoire. Mais ce n'est pas ça le principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution française. Ça doit nous aider. Ça ne veut pas dire qu'on coupe l'innovation, bien évidemment, mais ça doit être un principe sur lequel on doit mettre en place les conditions pour que tel ou tel type d'innovation continue à identifier, montrer les effets de telle nanotechnologie, de telle onde, de telle substance qui est mise sur le marché. Nous devons absolument intervenir sur ces sujets-là et étudier les questions de santé environnementale et de mettre en place des actions de prévention, de sensibilisation auprès des populations. Merci beaucoup, Fabienne, pour toutes ces propositions et ces réaffirmations aussi de certains principes élémentaires et fondamentaux. Il y a quelques questions qui sont posées, on va les partager et chaque intervenant sera libre de répondre. Je tiens juste à peut-être redonner la parole avant qu'elle parte à Marine Denis, qui a un impératif. Si elle souhaite réagir par rapport aux propositions que tu viens de faire, Fabienne, voilà, je souhaite lui donner la parole parce que c'est la moindre des choses. J'espère qu'elle est encore là. Oui, oui. Merci Marie. Oui, du coup, je n'ai pas eu accès aux questions. Est-ce que tu en avais choisi quelques-unes, Claudie, peut-être? Alors, il y en a une qui pose énormément de questions en termes à la fois de droit, d'urbanisme, de gestion des secours. J'habite près de l'usine, d'une usine donc aux abords de la Saône, une usine d'engrais à Villefranche-sur-Saône, voilà, plus précisément, où sont stockés des engrais, des sacs d'engrais au soleil. Le risque d'incendie est grand. Que peut-on faire? Que peut-on proposer? Alors, ça ouvre le champ des... C'est une question très large. C'est une des questions qui nous sont remontées. Ok, alors je crains qu'au niveau du droit, on ait du mal à mettre en place quelque chose parce que malheureusement, on a aussi, le droit résonne souvent par l'action, par le dommage qui est commis ou par l'infraction. Mais il faudrait peut-être, alors du coup, je me tournerai peut-être plus vers Paul qui travaille sur la prévention des risques et notamment sur les risques d'incendie, parce qu'il y aurait peut-être quelque chose à voir avec l'entreprise qui héberge voilà, des sacs de sable. Oui, voilà, cette activité et donc tous les dégâts que cela peut avoir. Je crains qu'au niveau du droit, on n'ait pas d'action contentieuse très intéressante à proposer dans ce cas-là. C'est aussi un des écueils du droit, malheureusement, de pouvoir répondre que quand le dommage est commis. Là, on est vraiment sur du préventif à fond, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, pour compléter ce que dit Marine, oui, c'est complètement ça. Là, en plus, c'est vraiment un sujet qui illustre parfaitement ce qu'on a évoqué juste avant. Donc, pour rappel, l'ammonitrate qui est stocké sur ce site, à partir d'une certaine température, avec un copeau de bois ou une simple poussière, ça détonne lors d'un incendie. Donc, de mémoire sur ce site-là, parce que je l'ai étudié pour un journaliste du coin il n'y a pas longtemps, ça aurait un rayon d'impact vraiment, vraiment grave. Plus le problème, c'est qu'en France, notre réglementation, elle n'oblige pas à équiper ces installations de systèmes d'extinction automatique, comme ce qu'il y a aux États-Unis. Récemment, en plus, j'ai rencontré des gens qui travaillent sur la mission d'enquête qui a été lancée suite à l'accident de Beyrouth dans nos ports, et malgré tout, ça, c'est toujours pas envisagé. Donc pour moi, là, la solution, elle est politique, elle ne dépend pas
uniquement de la région, ça dépend vraiment de l'État, hein, de ce qu'on veut faire, interdire les engrais chimiques progressivement pour se passer du risque des impacts vis-à-vis du dérèglement climatique. Après, la région, elle a quand même un rôle d'information, parce qu'il y a donc en s'entourant d'experts en risque en fait, parce que les industriels en face, ils ont les moyens de passer par des experts. Si les services de l'État ne se mettent pas, en fait, ne passent pas par ces services d'experts, ben, on se retrouve avec d'un côté des gens qui ont toute la compétence et de l'autre des riverains et des élus qui sont complètement démunis. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et après, il y a préparer la suite dès maintenant. C'est là où la région a un rôle. Il y a des personnes qui travaillent dans ces sites qui produisent de l'ammonitrate, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, des ouvrières. Il faut absolument dès maintenant se mettre autour de la table pour se dire bah, qu'est-ce qu'on fait après. Parce que sinon, on n'aura pas ces personnes avec nous, alors que c'est les premières personnes qui sont face à ce danger et également face à des conditions de travail qui sont souvent terribles pour en plus un travail dans lequel on leur répète en permanence, oui, en plus, ce que vous faites, c'est nocif, etc. C'est dur pour ces personnes-là. Et c'est là où on a besoin de faire corps ensemble. Oui. Très bonne réflexion à ce sujet. Il y a une question, alors je la livre aux intervenants. Les ICPE sont soumises à enquête publique et celles-ci font souvent l'objet de communication minimaliste. On en revient à cette question de transparence. Quelles sont les obligations précises en matière de publicité des enquêtes? Quelles conséquences en cas de manquement à ce sujet? Moi, je peux répondre, mais si quelqu'un veut prendre la parole à la place. Donc, c'est un vrai sujet aussi, la transparence, hein, parce que suite à 2017, avec des attentats qui ont eu lieu sur des sites Céveso, on a permis à des industriels de ne pas partager leurs données pour raison de sécurité vis-à-vis des attentats. Et ça, je trouve ça profondément scandaleux quand on sait qu'on utilise le prétexte terroriste pour cacher à la population des choses. C'est proprement scandaleux et aujourd'hui, c'est dans la loi, donc ils peuvent le faire. Ce qui va quand même être intéressant et ce que je vous invite à suivre, parce que tout n'est pas noir, il y a à partir de janvier prochain, suite à l'incendie de Lubrizol, le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Intérieur se sont engagés à diffuser les rapports d'inspection des inspecteurs et des inspectrices des installations classées. Donc ça sera intéressant, mais c'est là où la région a un rôle aussi important, c'est que ces rapports, si on ne fait pas un travail d'éducation populaire auprès de la population et qu'on n'essaye pas, dès le plus jeune âge, que tout à chacun puisse lire, comprendre ces enjeux, en fait, ça ne servira à rien. Mais en plus, c'est vraiment normalement, le travail que les différentes associations qui sont présentes ici font, normalement, ça devrait être fait dès l'école. Ça ne devrait pas être à nous de le faire. Et c'est là où la région a son rôle pour articuler l'aide aux associations et également l'interaction avec les plus jeunes. Oui, juste pour faire un mini complément peut-être par rapport à la question qui avait été posée, je pense qu'on le voit d'ailleurs, c'est pas que sur la question des sites qui présentent un risque industriel, mais les obligations pour rendre public une enquête publique, elles sont assez limitées. En fait, c'est de l'ordre de affichage en mairie et puis une information dans la presse. Et donc, en général, c'est respecté, mais c'est au-delà d'une obligation réglementaire. Je pense que ça pose vraiment la question du volontarisme politique de diffuser ces informations. Et peut-être qu'au niveau de la région, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, ou au niveau des métropoles, mais bon, de la région, ce serait de mettre en valeur en fait et de rendre plus accessibles justement ces enquêtes, que ce soit par un travail peut-être un peu de mise en forme ou alors d'information au public. Je pense que là, voilà, c'est plus une question de volontarisme et puis des moyens qu'on met en place pour les diffuser que d'obligations. Alors, j'ai une dernière, puisque on est en train
dépasser le délai imparti. Mais une dernière remarque là, puisque je ne connais pas en tout cas cette association, la région peut signer une charte avec l'association Santé Environnement, comme la région Centre l'a fait début janvier. Alors, ça fait partie des acteurs locaux à soutenir ce type d'association. Voilà, c'est une remarque qui a été amenée. Je ne sais pas si on peut entendre, par exemple, Guillaume Vermorel sur les propositions de Fabienne avant que je redonne la parole de la conclusion à Fabienne, justement. Eh bien oui, je trouve que Fabienne Gréber a fait des propositions qui sont pertinentes. Effectivement, la région a la compétence lycée, et je pense au lycée de Pierre-Latte, mais aussi Bourg-Saint-Andéol, puis ceux du périmètre un peu plus étendu, dans les 20 km autour. Ces établissements scolaires, effectivement, dans les plans de prévention, doivent regrouper les élèves dans les gymnases, à savoir que ces gymnases, ils ne sont pas forcément étanches. En tout cas, ils n'ont pas une VMC, une ventilation mécanique contrôlée qui permet de filtrer l'air. Et on sait que la filtration, elle est très importante. Donc, la région peut financer des filtres à charbon actif sur les entrées d'air des VMC. Et ça permet du coup de filtrer l'air qui rentre et surtout de mettre sous pression, légère surpression, le bâtiment pour éviter que du coup de l'air pollué rentre par d'autres biais. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, effectivement aussi d'avoir des points d'eau, des toilettes pour pouvoir confiner pendant 24 heures les élèves, c'est utile. Effectivement aussi, la région peut, dans ses établissements scolaires, mettre en place des protocoles d'alerte, parce qu'effectivement, quand il y a une alerte nucléaire, les élèves, mais les professeurs aussi, ne savent pas comment réagir ou se comporter, parce que les exercices, comme je disais tout à l'heure, ils se font à échelle très réduite pour essayer justement de ne pas créer de stress pour la population. Donc, effectivement, ces propositions qui ont été faites par Fabienne Gréber, elles sont intéressantes, et je peux que rêver qu'elles soient appliquées dans notre région. Merci Guillaume. Pierre Athanase, quand même, avant de finir. Fabienne, désolée, je repousse ton intervention d'1 ou 2 minutes. Si vous souhaitez rebondir également sur ces aspects de protection des populations publiques, là on vient de parler des lycées, mais peut-être qu'à la métro de Lyon, vous avez travaillé aussi avec les établissements scolaires, par exemple, sur l'information et même sur l'information grand public. Alors, le travail n'a pas été fait encore. Ça, c'est quelque chose qu'on va engager sur les collèges, puisque la métropole de Lyon, c'est un cas un petit peu particulier, à compétence d'une communauté de communes, l'ancienne communauté urbaine, et également d'un département. Donc, du coup, on gère les collèges. Et avec ma collègue Véronique Morera, donc c'est des choses qu'on envisage, mais qui ne sont pas mises en place encore. On est arrivé il y a 8 mois seulement, donc on n'a évidemment pas tout fait. Donc tout à l'heure, on a beaucoup parlé des PPRT. Après, il y a évidemment d'autres choses. On est resté uniquement sur les risques technologiques. On aurait également pu parler des risques naturels, parce que là, les collectivités territoriales se sont retrouvées avec en charge notamment la GEMAPI, donc la protection contre les inondations, entre autres. La GEMAPI, c'est la gestion des eaux et des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc, compétence tout à fait nouvelle pour les métropoles. Et à ce titre-là, la métropole de Lyon a récupéré les digues qui sont à l'est de Lyon, sur Vaux-en-Velin et Villeurbanne, qui étaient construites pour certaines à la fin du 19e, pour d'autres au milieu du 20e siècle, qui n'ont pas été gérées pendant des décennies et des décennies par l'État, qui les a refilées à la métropole il y a 2 ans. Et c'est à nous maintenant de faire le travail de les remettre en état. Donc, on voit un petit peu les différences qu'il y a avec des travaux qui peuvent être conséquents. On a une digue qui fait presque 2 km, qu'il va falloir complètement raser et reconstruire. Donc voilà, ça ce serait un autre sujet, bien évidemment, les risques naturels, mais on s'aperçoit comme ça d'aberrations qui sont juste totales. Et juste pour finir sur le nucléaire, on est actuellement en discussion avec la CRIRAD pour installer 2 balises, donc une à l'est de la métropole par rapport au risque que représente la centrale de Bugey, et une qui sera mise au sud de la métropole par rapport à la centrale de Saint-Maurice-Saint-Alban. D'accord. Merci pour cette intervention, Pierre Athanase. Fabienne.
Merci à tous et toutes pour vos interventions très, très riches et qui nous donnent, je crois, très envie d'être à la région au mois de juin prochain parce qu'il y a tant à faire. Tant à faire parce que j'ai envie de dire, plus on met en danger les populations, plus on a besoin de maîtriser les risques. Et là, on est dans cette logique où, de toute façon, ce qui compte, c'est la croissance, c'est la compétitivité internationale. Et on voit bien aussi toutes les failles qui peuvent se faire jour dans la réglementation pour être dans ce grand rendez-vous de la mondialisation et de la compétition internationale. Donc, je crois que ça va être long, très long, de changer ce paradigme, de restaurer des activités qui prennent soin de la population, de restaurer des activités qui évitent effectivement ces risques industriels, parce qu'il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui de bon sens qui doivent aussi régir nos activités humaines, la sobriété, qui peut nous conduire aussi à moins utiliser de produits chimiques, etc. La transition écologique et la transition aussi des pratiques agricoles, parce que si on a un petit peu moins d'engrais à stocker, comme était évoqué une des questions, je pense que nous ne nous en porterons pas si mal. Et si nous avons une santé qui est préservée, nous aurons un peu moins besoin de médicaments. Et ça, c'est aussi des éléments qui feront que nous nous porterons mieux dans cette région parce que nous prendrons soin de nos habitants. Voilà, donc on va terminer sur cette note optimiste et se dire qu'il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci à tous et à tous. Et merci à toi, Claudie, pour l'animation. Merci à vous pour tous ces échanges.